de notre rendez-vous politique avec le directeur de la rédaction d'ActuJ, Alexis Lacroix. Bonjour. Bonjour chérie Vassoto. Gros clash au sommet du G7 au Canada. Donald Trump en a claqué la porte juste après le dîner consacré aux enjeux internationaux hier soir. Le président américain a mis en cause Emmanuel Macron qui, selon ses propres mots, ne comprend jamais rien. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, écoutez, l'hôte de la Maison-Blanche n'est quand même pas un parangon de nuances et de précision dans son expression. C'est le moins qu'on puisse dire, cher Eva. Et sans faire de l'anti-trumpisme primaire, il a montré depuis novembre dernier, c'est-à-dire depuis sa réélection et son retour aux affaires, qu'avec sa petite bande de copains, les oligarques de la tech, etc., il n'était pas à une outrance verbale près. Donc, relativisons. Mais je crois néanmoins qu'il y a une vive tension entre le président de la République française, avec ses défauts, ses qualités, on les évoque chaque jour à ce micro, on essaye d'être le plus impartiaux possible, vous et moi et les autres journalistes de notre belle station, mais effectivement, on a le sentiment que le torchon brûle. Je pense que, comme à l'accoutumée, il ne brûle pas sur le sujet auquel pensent beaucoup de personnes, qui serait le sujet moyen-oriental et qui serait la guerre actuelle en cours, la guerre nécessaire. Et on l'espère. C'est un prétexte en fait. Et on l'espère victorieuse d'Israël contre les installations nucléaires du régime iranien. Je pense qu'effectivement, en réalité, c'est une autre scène qui se dessine. Et c'est une scène dont j'ai souvent l'occasion de parler avec vous dans ces émissions d'analyse politique, qui est le retour des logiques de puissance. En réalité, nous avons aujourd'hui, en dépit de leurs différends, voire de leurs différences d'appréciation, nous avons aujourd'hui des leaders européens, je pense au chancelier allemand, Friedrich Merz, qui vient d'être installé aux affaires, mais aussi Emmanuel Macron, qui sur ce plan-là ont une convergence de vues. Que pense-t-il ? Je la fais très très courte. Il pense que dans l'étau de puissance qui se referme, l'illibéralisme américain du Trumpisme d'un côté, l'illibéralisme russo-chinois de l'autre, même si on ne peut pas les comparer, évidemment, Vladimir Poutine n'est pas Donald Trump, il pense que l'Europe doit jouer une carte. Et je l'illustre, et vous allez me questionner plus avant là-dessus, sur la visite rendue dans un territoire d'outre-mer danois d'une très grande importance, qui s'appelle le Groenland. Alors pour nos auditrices, nos auditeurs, il faut dire un mot sur le plan géostratégique du Groenland. C'est 4 fois la France, c'est énorme. Évidemment, c'est un territoire arctique, donc largement enneigé, c'est des glaces, mais c'est un sous-sol qui contient des minerais d'une extrême importance. L'uranium, on en parle beaucoup ces jours-ci à cause de l'Iran, mais aussi le lithium et le nickel. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République française ? Et dites-vous bien que tout... C'est ça qu'a mis Donald Trump en colère. En rogne totale. Qu'est-ce qu'a fait ? Mais bien sûr, immédiatement, c'est ça. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République française, qui savait ce qu'il faisait ? Il rend visite dans ce département d'outre-mer, en quelque sorte. C'est l'équivalent de la Calédonie pour les Danois. C'est l'équivalent. Et il dit, pas touche au Groenland. Donc les projets d'expansionnisme américain sous la forme soft, entre guillemets, d'une proposition de rachat, ces projets-là sont dénoncés, j'allais dire, au sommet de l'influence européenne, parce que derrière lui, il n'a pas que la première ministre, Madame Frederiksen, qui est une femme très bien, la première ministre de Copenhague, il n'a pas qu'elle, il a l'ensemble des chefs d'État européens qui disent oui, c'est un scandale qu'on puisse imaginer que ce département d'outre-mer danois soit récupéré à terme par l'Amérique du Nord. Voilà ce qu'il a fait. Et donc effectivement, on peut critiquer Emmanuel Macron, et je ne m'en prive pas, vous le savez bien, j'essaie d'être impartial, mais sur ce plan-là, il y a une position, j'allais dire, proactive, d'influence européenne future, de ce que pourrait être, disons, une influence européenne future dans le jeu des puissances, qui a, je pense, ulcéré chez la Maison-Blanche. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, vous nous dites c'est un prétexte à ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Pourquoi précisément choisir ce prétexte-là ? Alors, parce qu'en fait, il n'y a pas... Alors, vous avez le discours européen classique, mais en fait, il n'est pas très éloigné du discours américain. Non, c'est le même. C'est le même. C'est-à-dire, Israël doit pouvoir défendre sa sécurité. Israël est potentiellement agressé dans son existence même par le nucléaire iranien si le programme venait à bout de l'enrichissement. Donc, c'est parfait. C'est une guerre légitime. Les deux bords de l'Atlantique disent la même chose. Oui. En réalité. Et il y a ce codicile français, allemand, etc., qui est, appelons maintenant tout de suite à la désescalade. Mais il n'y a pas de divergence fondamentale. Non. Donc je pense qu'en réalité, l'énervement de Donald Trump, comme souvent, vous savez, j'allais dire, dans l'existence internationale, les colères
tapent à côté de leur vrai Mais alors, sujet. justement, pourquoi choisir précisément ce sujet-là pour ce déplacement politico-névrotique, Alors, j'ai envie de dire. Bah, vous avez raison. Alors moi, je vais aller un cran plus loin. Les névrosés, vous savez, ils sont pas méchants souvent. Enfin, je veux dire, ils peuvent l'être ponctuellement, mais ils ne sont pas méchants. Là, Vous êtes en train de traiter Donald Trump de névrosé? Non, justement, je le traite autrement. Je pense que nous avons affaire à un pervers dans son comportement. Or, que fait le pervers? Il contourne systématiquement. Vous voyez? Et il ne vous dit jamais les raisons pour lesquelles soit il vous en veut, soit il est content de vous, etc. Et donc, mon analyse, qui n'engage que moi, c'est que nous avons affaire à un grand pervers, polymorphe, qui le montre d'ailleurs, parce qu'il est quand même allié de Vladimir Poutine, par ailleurs, sur le dos de la petite Ukraine agressée, Mais on etc. pourrait vous dire, mais Donald Trump, il défend Israël. Non, mais ça, c'est autre chose. Ne confondez pas tout. Bien sûr qu'il défend par ailleurs Israël, mais on peut être un pervers et défendre Israël. C'est pas le problème. Mais c'est un pervers. Et donc, je pense qu'en réalité, les vrais objets de son énervement contre les Européens, et notamment contre le président de la République française, que je n'idéalise pas, j'ouvre la parenthèse tout de suite pour nos auditrices et nos auditeurs, les vrais objets sont relatifs à l'affirmation progressive de la puissance européenne qui lui est profondément insupportable. Alors, qu'a-t-il voulu faire par ailleurs à la face du monde? Il a voulu, Mathilde Panot l'a relevé dès ce matin, les imbéciles de LFI sont toujours là pour relever les mauvaises choses, il a voulu humilier notre pays. Mais en fait, il n'y parvient pas. Si vous décryptez comme je vous le fais la séquence, il n'y a aucune humiliation. Il y a en revanche la réponse du berger à la bergère, du berger Trump à la bergère Macron. Il sait que Macron, qu'on peut critiquer par ailleurs, est dans une position proactive sur les intérêts, j'allais dire essentiels, existentiels de l'Europe. Et parmi les intérêts existentiels de l'Europe, il y a de maintenir le Groenland, cette terre arctique absolument phénoménale, sous égide européenne. Est-ce que la parole de Donald Trump est encore crédible? Vous l'avez tout à l'heure qualifié, selon vos propres mots, de pervers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit jamais, qui dit toujours ce qu'il veut de façon déplacée. Ouais, je pense. Alors, si vous voulez, là encore, je ne suis pas psychiatre ou psychanalyste, il faudrait parler sous le contrôle de personnes qui sont spécialistes de ce sujet-là, mais vous posez par ailleurs une question assez fondamentale. On peut penser ce que l'on veut, encore une fois, je ne suis pas dans l'idéalisation des chefs d'État européens. On peut penser ce qu'on le veut, je ne suis pas dans l'idéalisation non plus, du chef d'État, enfin disons en tout cas du Premier ministre israélien, etc., de ses stratégies. Mais ce sont des gens, alors chacun dans leur genre, dont la parole n'est pas complètement dévaluée. Vous voyez, la parole internationale, je veux dire. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou le montre ces derniers temps, c'est une évidence. Tiens, là, vous avez une question, et j'ai eu un dîner de famille récemment. Vous savez, les dîners de famille permettent de prendre la température des opinions. Et plusieurs personnes m'ont dit, comme ça, on parlait à bâton rompu, m'ont dit « Oh là là, Trump, le début des ennuis commence. Il est tellement contradictoire et ambivalent dans ses positions qu'il est en train de se griller auprès de son propre peuple. » Alors, je vous livre ça à titre d'hypothèse. Nous n'en sommes peut-être pas encore tout à fait là. Il a un socle tout à fait solide, mais il y a quelque chose de brouillon, il y a quelque chose d'erratique, il y a quelque chose de désordonné, et il y a quelque chose, alors je vais le dire avec des mots là aussi de psychanalyste, de pulsionnel, vous voyez, comme si le serpent reptilien était toujours là, plus que l'homme conscient, plus que l'homme maîtrisé dans ses pensées. Il y a que de la réaction. Voilà, plus que l'homme maîtrisé dans ses pensées et dans ses déclarations. Et je pense qu'effectivement, quand on est à un haut niveau dans le pouvoir, quel que soit l'exercice du pouvoir, chef d'entreprise, intellectuel, homme politique, c'est quand même gênant. Vous voyez, ce côté pulsionnel est quand même gênant. Alors, une réaction quand même, parce que je voulais vous faire réagir là-dessus, Alexis Lacroix, en tant que directeur de la rédaction d'ActuJ, par rapport au fameux salon du Bourget, où 5 des 9 entreprises israéliennes qui exposent ont été ostracisées. On a vu des photos impressionnantes avec ces stands et tout autour des panneaux noirs. Oui, ça c'est inexcusable. C'est inexcusable. Je ne pense pas, alors maintenant je vous livre ça comme hypothèse, que ça remonte à l'Élysée. Je ne pense pas, mais il faudra élucider les circonstances dans lesquelles ce boycott inadmissible... Est-ce que c'est un boycott puisqu'il y en a 5 sur les 9 ? Écoutez, ça ressemble... Alors, si on ne veut pas employer strictement le mot de boycott, soyons précis Eva, ça ressemble à une stigmatisation, à une sorte de mise à l'index. Voyez,
La mise à l'index, vous savez, c'était ces processus dans la chrétienté classique, consistant, par exemple, vis-à-vis de livres, à les désigner à la vindicte. Donc tout ça est malsain. Maintenant, ça veut dire avec ces panneaux là autour, oui, on a désigné ces stands à la vindicte. Moi, c'est ce qu'il me semble. Je n'ai pas, si vous voulez, enquêté sur le sujet, mais celles et ceux qui y étaient en sont revenus tout à fait effarés. Mais là où il faut que nous soyons prudents, c'est que ça n'est peut-être pas une initiative du pouvoir français, gouvernemental, je veux dire. Vous voyez ? Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ, qu'on retrouve bien sûr très régulièrement sur Radio J, notamment pour ses chroniques politiques dans le Grand Journal. Merci beaucoup.